Alors, merci à tous d'être là. Donc, on va parler aujourd'hui d'une page qui est à la fois une page d'histoire et une page d'historiographie, et qu'on appelle l'histoire des quatre généraux, ou on les appelle aussi les quatre chevaliers de Ranjitsik. Et si cette page d'histoire est intéressante, c'est parce qu'elle concerne l'indianisme d'une manière générale, et elle concerne donc, par extension, l'histoire de l'historiographie du bouddhisme, ce qu'on appelle la bouddhologie. Donc, avant de raconter un peu cet épisode assez étonnant, il faut planter le paysage historiographique. Alors, on a d'un côté, en 1836, tout un tas de textes qui sont envoyés par un certain Hodgson à la Société asiatique de Paris et qui sont récupérés par les savants d'alors. Il y en a deux. Il y a Eugène Burnouf et il y a Eugène, ils s'appellent tous les deux Eugène Jacquet. Eugène Jacquet décède très rapidement, on dit au milieu de ses médailles, parce que c'est aussi un numismate. Et puis reste Burnouf, c'est Burnouf qui s'attaque à l'ensemble de ces manuscrits qui sont... alors, il y a eu un stock énorme. Il passe 3 ans à les lire et il en choisit un, il le traduit et en quelque sorte, on peut dire qu'il est le fondateur de la bouddhologie. Et puis, alors ça, c'est l'indianisme français. Il y a un indianisme européen qui a des caractéristiques un peu générales, européennes. Et puis, il y a également, je dirais, des indianismes nationaux. Bien que ce soit un peu étonnant de le dire comme ça, il y a un indianisme français qui a des particularités, il y a un indianisme anglais qui a également des particularités qui lui sont propres et qui sont liées évidemment à l'histoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les Anglais balaient les Français de l'Inde et donc ce sont eux qui vont rester sur le terrain et leur manière en quelque sorte d'approcher le bouddhisme et l'hindouisme d'une manière générale, eh bien ça va être celui typique des Anglais, avec le pragmatisme anglais, et puis des gens qui sont sur le terrain. Ils voient, ils regardent les lieux de culte, etc. Tandis que l'indianisme français, ce sera davantage un indianisme de cabinet, un indianisme en chambre. Et alors ça intervient tout de même dans la constitution de ces historiographies particulières. Et d'autre part, Burnouf, il a des textes, tandis que de l'autre côté, l'autre grand pôle de l'indianisme du côté anglais, eh bien, il a sans doute des textes, évidemment, mais il est surtout connu pour le déchiffrement des écritures indiennes. Il s'appelle James Prinsep. Et lui, il travaille sur quoi? Il travaille sur d'autres types de matériaux. C'est un épigraphe. Il travaille sur des médailles ou sur vous voyez, ça porte un nom, des facsimilés, des choses qui sont prises au calque ou recopiées et que l'on trouve sur des pierres comme les édits d'Ashoka. Alors ça, c'est important de le savoir parce que ça va évidemment avoir des conséquences. Donc, et par ailleurs, les Anglais n'ont pas été soumis aux mêmes rêveries et au même poids du sanskrit. Alors bien sûr qu'ils ont très largement contribué à faire connaître le sanskrit, à l'étudier, etc. Mais ce sont les Allemands qui vont avoir la grande griserie du sanskrit, langue mère, etc., avant évidemment que n'arrive Franz Bopp, et même lorsque Franz Bopp va mettre en place la grammaire comparée, les Allemands ils vont rester imprégnés de ça. Et l'historiographie et l'indianisme aussi, il va être imprégné de ce poids du sanskrit, jusque, les spécialistes disent, pendant même 3 générations. Donc ça, c'est le grand paysage. Alors, au 17e, alors il y a évidemment un orientalisme russe, mais celui-là, on le laissera pour le moment un peu de côté. Dans notre histoire, il intervient relativement peu. Alors, évidemment, il y a d'un côté l'Inde du Nord-Ouest et il y a l'Inde gangétique ou péninsulaire qui tient son unité de sa géographie même. Hein, c'est cette espèce de grosse péninsule qui descend jusque le Sri Lanka. Et il n'est pas anodin qu'on ait fait naître le Bouddha dans les contreforts de l'Himalaya et dans le Népal d'aujourd'hui.
Au nord-ouest, on a des foyers de civilisation qui se sont créés, se sont développés, se sont vus dévastés progressivement, se sont reconstruits et n'ont cessé de refléter une vie religieuse, culturelle, artistique, tenace. Et c'est cette région de l'Inde que l'on a associée au bouddhisme Mahayana. Alors ensuite, ce bouddhisme va s'emballer, ça va produire des quantités de bodhisattvas, ça va s'affoler de merveilleux, et le canon serait un canon sanskrit. Et ce nord-ouest de l'Inde, à un moment donné de l'histoire, dans les années 1840, eh bien, on va découvrir, non pas redécouvrir, mais découvrir. Et on va découvrir que les successeurs d'Alexandre ont laissé des royaumes. Alors, ces royaumes, aujourd'hui, on les connaît comme soit le royaume gréco-bactrien, soit ceux qu'on appelle les Indo-Grecs. Ça correspond à des endroits géographiquement précisément situés. L'un a pour centre la Bactriane, qui a une ancienneté multimillénaire, et l'autre a pour foyer historique un royaume qui est proprement indien, le Pendjab. Et c'est ce Pendjab qui va nous intéresser, parce que c'est le Pendjab qui va avoir dans l'histoire du bouddhisme et de la constitution du savoir bouddhiste un poids important et qui va être effacé. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est de savoir que cette page d'historiographie et d'histoire a été effacée. Et elle a été ressuscitée, exhumée par un chercheur qui est encore de ce monde, qui s'appelle Jean-Marie Lafont, qui a fait une énorme thèse sur ce royaume du Pendjab et l'existence de ces 4 généraux français, qui ont été ce qu'il appelle les premiers fouilleurs. C'est-à-dire qu'il y a eu une première archéologie avant 1922, la constitution de la DAFA, direction archéologique française en Afghanistan. Donc avant la constitution en 1922 de cet organisme, eh bien, il y a eu une première archéologie. Et cette archéologie a été effacée et elle a même été non reconnue par les fondateurs et les gens de la DAFA. Et donc, cette archéologie, elle a été assumée par 4 hommes. Alors, ils sont 4 généraux, mais il y en a un qui ne compte pas, c'est-à-dire il ne compte pas comme archéologue. Bon, donc je vais les présenter les uns après les autres. Alors, voilà. Donc, ils sont 4. Le premier, ils sont 4, il faut commencer premier, deuxième, troisième, quatrième, mais c'est pas, ça n'a pas véritablement de, comment dire, il n'y a pas d'ordre ni de hiérarchie. Disons que les premiers qui se connaissent bien et qui se rencontrent, c'est Jean-François Allard et Jean-Baptiste Ventura. Ce sont 2 hommes qui se rencontrent en Provence, en fait. Alors, ce sont des anciens soldats de la grande armée napoléonienne, qui sont évidemment, alors mon mari, il appelle ça des demi-soldes. Ce sont des hommes qui restent un peu désemparés après la chute de Napoléon, et puis qui ont encore évidemment une soif d'aventure, une certaine idée de l'héroïsme, etc. Et donc, ils se rencontrent et ils partent tous les 2 en Orient. L'un part en Perse et l'autre part directement en Inde. Et puis ensuite, ils se rejoignent. Ils se rejoignent où ? Alors, ils ont quelques difficultés, évidemment, en particulier avec les Anglais, en Perse, parce que les armées sont essentiellement anglaises. Donc, ils repartent en Inde et là, ils se mettent au service d'un Maharaja qui est un sikh et qui est en train de constituer un royaume, qui est un royaume sikh qui a véritablement eu une existence et qui va être en quelque sorte le dernier obstacle à l'avancée anglaise. Et là, alors, quelques mots sur ce Ranjit Singh. Il succède à son père quand il n'est encore un enfant. C'est un drôle de personnage. C'est vraiment une personnalité tout à fait étonnante. Sa mère exerce la régence dans un grouillement d'intrigues. Et lui, il grandit loin de l'atmosphère de la cour. Il grandit dans les savanes et les forêts. Et ça va il va rester marqué par ça. En fait, c'est un analphabète qui a grandi en dehors de ce monde d'intrigues. Et puis, le moment venu,
il agrandit son domaine en se mariant avec la fille d'un grand seigneur et son État devient le plus important de la Confédération. C'est à l'époque une confédération. Et après l'assassinat de son premier ministre, sa mère abandonne la régence. Les Anglais le reconnaissent roi de Lahore, mais vassal des Afghans. Il se rend indépendant en 1799 et il prend 2 ans plus tard le titre de Maharaja. Il annexe Amritsar aux dépens des Moghols, Ludhiane en 1806, Capgras, Jammu en 1809, c'est-à-dire que progressivement, en quelque sorte, il grignote sur tous les royaumes qui constituent cette partie de l'Inde d'alors. Et en fait, il va les unifier. Alors, il va avoir une politique un peu habile, maligne, etc. Il va constituer un premier royaume. Mais bien sûr, ce premier royaume, il est confronté à quoi? Les arrivées régulières des Afghans qui viennent du nord. Et il a besoin évidemment de moderniser une armée qui est en fait une armée ce ne sont pas des incapables, simplement ce sont des gens qui ne sont pas formés. Et donc, il rencontre Ventura et Allard et qui commencent à se mettre à son service et qui organisent son armée. Alors, pour ceux que cette page d'histoire intéresserait d'une manière un peu, comment dire, sans la pesanteur évidemment de l'érudition, aussi légère que j'essaie de la faire peser, il faut lire un livre de Eric Deshtott qui s'appelle Pendjab. C'est à tomber à la renverse de drôlerie, c'est plein d'humour, c'est très spirituel. Ça raconte surtout à travers la personnalité de Jean-Baptiste Allard, qui apparemment est la conscience phare. Mais ça raconte vraiment formidablement bien cette histoire. En dehors, évidemment, alors en dehors de tout le paysage historiographique, c'est vraiment une histoire qui est racontée. C'est un formidable conteur. Franchement, c'est un régal et c'est un grand moment. Donc, la politique de Ranjit Singh est achevée vers 1820. Alors, en fait, elle consiste à dépouiller chacun des petits souverains locaux des prérogatives régaliennes exercées sur son lopin de terre. Alors, il l'indemnise ici, il le expulse ailleurs, et il afferme des zones territoriales de plus en plus vastes et homogènes à des fermiers fidèles à sa cause. Et donc, il réussit à unifier un royaume. En face, évidemment, il y a les Anglais, il en est parfaitement conscient et évidemment, sa grande inquiétude, c'est les Anglais. Il sait parfaitement que les Anglais, à travers la Compagnie britannique des Indes, ne désirent qu'une chose, n'aspirent qu'à une chose, c'est absorber le Pendjab, ce qu'ils vont faire. En réalité, ce que vont faire ces 4 généraux, c'est tout simplement reculer le moment où l'Inde va s'emparer du Pendjab. Et donc, il y a une signature de traité, etc. Donc, arrivent ces personnalités assez étonnantes. L'histoire commence avec le tandem donc, de Ventura et Allard pour l'Égypte et Ventura pour Constantinople. C'est leur premier départ. Et quelques mois plus tard, ils se retrouvent en Perse au service du Shah. Ils prennent en main. Alors, je cite un peu Deshtott parce que de temps en temps, il a des images très, très frappantes. 2 cohues étincelantes et ineptes, moyenâgeuses et alourdies d'armes inutiles qu'ils modernisent. Les Anglais en prennent ombrage. Mais c'est ces cohues qu'ensuite ils vont retrouver en Inde et ce sont ces cohues dont ils vont faire une armée solide, puissante, organisée et qui va être capable avec des moments de bravoure absolument extraordinaires qui vont être capables d'unifier ce royaume sikh. Donc, alors, ils bataillent pendant 3 ans pour former une armée réglée, et tellement que d'ailleurs qu'ils sont complètement épuisés, vous imaginez. Et puis, d'ailleurs, le Maharaja se rend compte de leur surmenage, et puis, en gros, il les invite à chercher du renfort. Et ils se connaissent, et donc ils appellent, Allard en tout cas, appelle alors Claude Auguste Courte, le 3e larron, et Paolo di Atraville. Dans l'histoire qui nous intéresse, c'est-à-dire les questions historiographiques, Atraville, en fait, ne joue quasiment pas rôle. C'est une brute. Mais c'est une brute comme il était sans doute nécessaire qu'il y en eût. Mais lui, c'est un homme qui est relativement peu éduqué, alors que Courte sort de Saint-Cyr, que Ventura est un homme extrêmement éduqué et qu'Allard est loin d'être un homme inintelligent. Tandis qu'Atraville, apparemment, en plus, lui, l'archéologie, ça l'intéressait pas, alors que les 3 autres, oui. Et donc, le 4e
la quatrième personnalité de fouilleur, c'est un certain Onik Berger. C'est un médecin qui a introduit l'homéopathie en Inde. C'est une personnalité absolument également extraordinaire. Il a écrit d'ailleurs ses mémoires qui ont été édités en anglais. Et tenez-vous bien, qui n'ont pas été traduites en français, mais qui ont été traduites en roumain. Et d'ailleurs, monsieur Lafont, avec qui je suis en lien, m'a mis en contact avec ce roumain qui a traduit les mémoires de Onik Berger, qui me les a envoyés gentiment. Il m'a envoyé le texte. Je n'ai pas encore eu le temps de le lire, parce qu'il se trouve que je sais lire couramment le roumain. Donc, Auguste Courte et Paolo Diatraville. Alors, Auguste Courte, c'est un artilleur français qui sort de Saint-Cyr. Il est vertueux et taciturne à faire peur, toute droiture, honnêteté, conscience professionnelle. Il n'a que deux amours, les vieilles pierres et l'artillerie, l'archéologie et les canons. L'autre, c'est un Malien, un cavalier qui ne sort de rien, mais qui va se révéler un administrateur hors pair. Donc tous ces gens, en fait, en tout cas, ce qui est retraduit de ces personnalités, c'est qu'elles sont formidablement complémentaires, et c'est sans doute aussi que si cette aventure a réussi, c'est parce qu'il n'y avait aucune once de jalousie entre ces hommes qui ont réussi en quelque sorte à mobiliser leurs énergies, leurs profils psychologiques caractéristiques, etc., et à s'unir. En tout cas, certainement, le conteur qui est d'Echtot ne se trompe pas quand il parle de ce mystère de ces quatre hommes qui, apparemment, pendant tout de même 17 ans, ça a duré quand même 17 ans cette aventure. Donc, Courte, en fait, c'est le canonnier. Et donc, il va jouer un rôle évidemment extrêmement important. Il demande 3 ans pour mettre en service la meilleure artillerie des Indes et il mettra 4 ans en réalité. Il ne tiendra pas tout à fait le délai, mais il va forger une machine terrible qui égalera puis surpassera la britannique, évidemment jusqu'à un certain point. Et ces chevaliers, c'est comme ça que les appelle le Maharaja, vont désormais former un quatuor indéfectible qui sera jusqu'à la fin l'atout maître du souverain du Pendjab. Et en 17 ans, l'alliance d'un prince à l'envergure politique inédite dans l'Inde d'alors et ses 4 fidèles va permettre la création de l'empire sikh. C'est quand même dommage qu'on ne connaisse pas davantage cette histoire, parce que c'est tout de même une page un peu flamboyante, une page caractéristique, je crois, de ce qu'on appelle le panache français. Alors, donc le docteur Onik Berger, et ces hommes, eh bien, ne sont pas contentés de faire la guerre. Ils ont eu aussi conscience qu'ils se trouvaient dans un endroit qui était d'une grande richesse archéologique. Et ils ont fouillé. Donc, ils se sont mis en fait à gratter la terre et surtout, ils ont envoyé progressivement, au long de toutes ces années, à James Prinsep, qui était alors en train d'essayer de déchiffrer les écritures indiennes, eh bien, il lui a envoyé tout ce qu'il pouvait trouver avec une grande générosité. C'est une générosité qui est saluée par Prinsep. Et ils ont envoyé tous les matériaux dont ils pouvaient disposer ou copies de ces matériaux. Et c'est grâce à eux, et en particulier au monnayage, que Prinsep a réussi à déchiffrer les écritures indiennes. Elles sont 2. La première, c'est la Brahmi. Alors, c'est pas première, deuxième historiquement. C'est juste que je suis obligée de commencer par l'une. Donc, la première, c'est la Brahmi. Et l'autre, c'est l'écriture Kharoshthi. Elle nous intéresse directement parce que cette écriture Kharoshthi est directement issue de l'araméen. Il réussit à déchiffrer grâce aux médailles qui sont écrites en bilingue, grec, et dans cette écriture indienne alors inconnue. Et ça, c'est grâce à tout ce matériau qui est envoyé régulièrement par ces hommes, alors essentiellement Courte, qui fut un très, très, très grand fouilleur, et Allard. Ventura, apparemment, fut essentiellement un transporteur. Et sans, comment dire, enlever en rien l'importance d'un transporteur. Alors, est-ce qu'en France, ils sont en Inde, hein, est-ce qu'en France, quid en France de ces travaux? Eh bien, ces travaux en France étaient très connus et ils étaient même
et la France était extrêmement intéressée par ces travaux. Elle était en particulier intéressée par la Bactriane. Donc la Bactriane était un endroit connu. Les chercheurs français, les savants français, enfin le monde de l'érudition française, étaient conscients de l'importance de cette région du monde. Et en plus, alors Paris, Londres, Vienne, Saint-Pétersbourg, évidemment, on s'était pris de passion pour l'histoire gréco-bactrienne et indo-grecque. Et l'enthousiasme était d'autant plus grand parmi la petite élite de chercheurs éparpillés entre Afghanistan et Bengale et jusqu'en France, qu'en 1834, un capitaine Cotelet découvrait enterré à Beat, près de Saharanpur, une ville immédiatement baptisée Herculanum, et qu'en 1838, en 2 séances mémorables tenues à la Société asiatique du Bengale, James Prinsep annonçait successivement le déchiffrement des noms de 2 rois grecs, Antiochos et Ptolémée, dans les édits d'Ashoka. Et c'est à ce moment-là qu'on a pu considérer, commencer à considérer que les écritures indiennes étaient déchiffrées, en tout cas en passe de lettres. Allard est considéré comme le plus éminent et aussi le plus brillant, le plus courtois, mais aussi le plus diplomate. Il a des qualités diplomatiques absolument sensationnelles. Il meurt en janvier 1839 et Courte, que ses connaissances techniques rendent indispensables à l'état-major de Lahore, était un esprit curieux et généreux. Mais c'était aussi un profil chagrin et moralisateur, un peu pédant, sûr de lui, et ça ne facilita pas les contacts avec les savants parisiens du Second Empire. Et lorsque Allard va décéder, c'est Ventura qui va jouer le rôle de premier plan après le décès d'Allard. Courte, apparemment, n'a pas les qualités nécessaires. Alors, il ne semble pas que Allard ou Ventura aient commencé leurs recherches et leurs collections en Perse, ni dans le Pendjab, avant l'arrivée de Courte. C'est donc le général Courte qui est en quelque sorte le catalyseur de cette curiosité archéologique. Et ça, alors, on le sait, enfin, on ne le sait pas nous parce que nous n'avons pas encore accès aux documents. Mais il se trouve que Courte a écrit des mémoires et que ces mémoires ont été égarées pendant plusieurs décennies. Ils ont été retrouvés, je raconterai l'épisode un peu plus loin, un peu quasiment par inadvertance. Mais il y a 5 volumes. Ces volumes sont encore en cours de publication. Donc pour le moment, en fait, ce qui vient jusqu'à nous, c'est peu. Tant que les mémoires de Courte n'auront pas été publiées, alors on ne pourra pas disposer exhaustivement de l'ensemble des informations concernant cette page historiographique. En 1837, après l'assaut afghan contre Jamroud, qui est une forteresse sikh à l'entrée de la passe du Khyber, ça a été un épisode extrêmement important dans la constitution du royaume. Ranjit Singh nomma ses 3 généraux français gouverneurs civils et militaires. Donc Avitabilé est un gouverneur civil, Allard, avec Courte comme adjoint, est un gouverneur militaire de la province de Peshawar. Le géographe, c'est Courte. Et c'est d'autant plus intéressant que c'est Courte qui avait identifié le site de Hadda. Or, le site de Hadda, c'est le site où, pour la première fois, on a trouvé des éléments de l'écriture kharoshti. Ça, c'est un épisode plus loin. Et c'est à partir des notes prises pendant son voyage entre Kaboul et Peshawar, en 26-27, que furent rédigées vers 1835 ces conjectures sur les marches d'Alexandre dans la Bactriane, publiées d'abord en version anglaise, paru en français dans le journal asiatique de 1937. L'itinéraire montre que dès 26, c'est-à-dire très tôt, il s'intéressait dans ces régions aux souvenirs laissés par Alexandre. Et la rédaction de ces finales présente d'intéressants renseignements sur ses premières recherches dans la vallée du lac Man en janvier 1826. Alors là, je cite le passage. Parmi une infinité de villages qui couvrent cette profonde vallée, Tigueri et Alisheng sont les plus marquants. Ils sont habités par des Gilgis et des Tadjiks. Tout près de ces villages est la montagne de Kerinje, où sont des inscriptions incrustées dans le roc et d'un caractère inconnu. Ces inscriptions, ce sont les inscriptions en kharoshti. Et donc, il est le premier à avoir découvert ces inscriptions. Alors, comment on a fini par découvrir tout ça? Il a fallu que Ranjit Singh lâche un peu ses généraux. D'abord, ils commençaient à avoir envie de revoir leur famille les années passées et ils souhaitaient rentrer en France. Et donc c'est le général Allard qui quitte le Pendjab pour la France.
c'est un épisode important parce qu'à ce moment-là, Allard va rencontrer des personnalités politiques et en particulier des savants, et il va faire progresser la question, enfin la recherche historiographique. Donc, il débarque à Bordeaux le 6 juillet 1935 avec toute sa famille. Les journaux informent, c'est-à-dire que tout ça est très connu, il est attendu, il y a des gens il y a la presse évidemment de l'époque, qui informe qu'il vient d'arriver en France à bord du Philanthrope. C'est dire l'importance de l'existence de ces 4 hommes. J'insiste là-dessus tout simplement parce que c'est d'autant plus étonnant qu'ils aient été ainsi effacés de l'histoire de la constitution de la science boudologique, supposer que ce soit une science. Alors, après 2 semaines à Saint-Tropez, il monte à Paris, il devient la coqueluche des salons, on le fait commandeur de la Légion d'honneur, il s'entretient avec les ministres, celui des Finances, puis avec le Premier ministre, et il est nommé agent de France à Lahore. Alors, je pense qu'il semblerait qu'il aurait aimé un autre titre. Mais enfin, en gros, on lui confère celui-là, c'est-à-dire il a un titre officiel, et donc il a en quelque sorte un mandat officiel de la France. Ce que ça vaut, ça, hein, c'est autre chose. C'est alors que Louis-Philippe le nomme général et lui accorde des cuirasses et des amorces dont il a besoin. C'est un soldat, il veut de l'armement. Alors, il demande, ça c'est un épisode important, il demande alors Raoul Rochette, c'est un chercheur de l'époque, donc il lui demande conseil pour que les recherches archéologiques qu'il comptait reprendre lors de son retour dans le royaume du Pendjab fussent menées avec une rigueur scientifique de haut niveau. Pour des soldats quand même, enfin chapeau, parce que pour des soldats, ça traduit beaucoup d'intelligence et beaucoup d'intelligence scientifique. Ils ont tout de même conscience que ce ne sont pas des scientifiques, ils ont besoin de l'encadrement de gens compétents. Pourquoi? Mais parce qu'il envisage de développer prospection et fouilles archéologiques selon des objectifs et en utilisant les méthodes que lui auraient définies les savants de Paris, c'est comme ça qu'il les appelle. Il se propose même de couvrir de son autorité la mission d'un savant que l'Institut désignerait pour diriger dans le Pendjab ses activités archéologiques. Il avait envisagé d'emmener avec lui Eugène Jacquet. Vous vous souvenez, Eugène Jacquet, c'est l'autre Eugène avec Burnouf qui s'était attaqué aux manuscrits envoyés par Hodgson quand on constitue la première bibliothèque de boudologie. Seulement, Eugène Jacquet meurt, il décède. Il avait une maladie qui l'a emporté. Alors, il emmène un autre jeune homme qui est une personnalité tout à fait étonnante. C'est un naturaliste très jeune, et qui mourra également très rapidement, emporté par une maladie du foie ou quelque chose comme ça. Alors, ils font approuver par l'Académie des inscriptions et belles-lettres des instructions, donc Jacquet donc, souffre du mal qui va l'emporter, et l'Institut crée une commission avec 3 membres, Eugène Burnouf, Raoul Rochette et Charles Walkenaer. Alors, à part Burnouf, ce sont des noms qui sont aujourd'hui oubliés, mais ce sont des savants solides, des savants de l'époque. Le 4 mars 1836, ces trois membres de cette commission font approuver par l'Académie des inscriptions et belles-lettres des instructions rédigées à l'usage du général qu'il reçut à Paris à la veille de son départ pour Brest et le Bengale. Ces textes résument l'état des connaissances de l'époque, mais ils témoignent aussi de la curiosité de la communauté scientifique française pour l'histoire du sous-continent indien. L'Académie reconnaît en particulier que la fouille du stupa de Manikyala par Ventura, Manikyala, c'est considéré comme le site de Taxila. Donc, c'est un site qui a une importance colossale. Je ne sais pas aujourd'hui ce qu'il en est, si aujourd'hui encore, on continue de considérer que c'est Taxila. Mais en tout cas, à l'époque, et ce que j'ai lu chez Jean-Marie Lafond ne semble pas contredire cette information. Il semblerait que Manikyala, c'est sur le site de Taxila. Donc, il y a une fouille du stupa de Manikyala par Ventura, et c'est ça qui avait ouvert la voie à toute une série de découvertes qui jettent une lumière neuve sur l'histoire ancienne des territoires de l'ouest de la vallée de l'Indus, la vallée de Peshawar et la région de Kaboul. Évidemment, l'Académie espérait que le général Court, c'était lui le géographe,
donnerait une description géographique élaborée des contrées dont il avait déjà dressé des cartes. Et on appelait l'attention des officiers français sur l'ensemble des monuments indiens, tant bouddhiques que brahmaniques. Bon, on faisait quand même déjà la différence. Et sur ce résultant du voisinage de la Perse, comme de l'occupation de la Bactriane par les Grecs. Donc, ça traduit que déjà, les pôles, en quelque sorte, historiographiques sont constitués, au moins par les principaux savants. Pour les localiser, les savants parisiens considéraient qu'il fallait d'abord retrouver les itinéraires antiques qui menaient de la Perse à l'embouchure du Gange. Et pour aider Allard et ses camarades, Walkenaer avait rassemblé en 2 mémoires les données antiques sur les étapes connues entre Taxila et le golfe du Bengale, donnant en particulier les noms et positions de celles signalées sur la carte de Pöttinger. C'est l'une des cartes célèbres et très utilisée par les chercheurs alors, entre Taxila et l'embouchure du Gange. Il avait joint les distances indiquées par ses textes avec une carte élaborée par ses soins. Donc, en gros, qu'est-ce qu'ils font? Ils réunissent toutes les informations et toutes les données de l'Antiquité, ils donnent une espèce de cartographie et ils disent allez vérifier en regardant sur place s'il y a des endroits qui pourraient attester que les anciens, donc souvent les sources grecques, eh bien, disaient pas des bêtises. Donc, Taxila suscitait évidemment la curiosité des chercheurs français à cause du récit du voyage d'Apollonios de Tyane. Mais l'Académie invitait à mener d'abord à bien les fouilles entreprises à Manikyala. Taxila, apparemment, était déjà dans l'angle principal de vue de ces hommes. Elle mentionnait les sites historiques connus par les textes dont elle souhaitait voir fixer la localisation exacte. C'est scientifiquement tout à fait rationnel. Et elle mentionnait les sites historiques connus, donc Salbambour, Salpur, Kapilanagara, vers les contreforts du Cachemire, etc. Je vous passe tout ça. Et les généraux français étaient invités à visiter dans l'Inde britannique les fouilles de Beat au nord de Saharanpur. C'est les fouilles d'alors qui sont du côté anglais. En tout cas, ça traduit que les Français avaient une solide connaissance de ce que faisaient les Anglais, mais connaissance relative parce que, bon, en gros, pour le dire clairement, globalement, les Anglais n'ont pas beaucoup collaboré. Princeps, par exemple, a donné fort peu de matériaux à Burnouf, qui était tout de même le grand génie linguistique de l'époque, alors que Burnouf avait déjà déchiffré plusieurs lettres de l'alphabet des écritures indiennes. Mais il ne pouvait pas aller plus loin parce qu'il n'avait tout simplement pas de matériaux. Donc, les Anglais, globalement, ils ont pas collaboré, quoi. Les Français, je ne sais pas, il me semble qu'ils ont été plus collaborants. Encore que pour ce qui touche les manuscrits, les Anglais, en tout cas en la personne d'Hodgson, ont été d'une formidable générosité et tout ce que Hodgson a envoyé à la Société asiatique du Bengale, il l'a envoyé également à la Société asiatique de Paris et dans des délais relativement brefs et tout à fait raisonnablement dignes de penser qu'il y a une vraie collaboration. Tout ça, ça tient dans un mouchoir de poche en termes de temporalité. Donc, sans doute aussi, alors, pourquoi Hodgson l'a fait? C'est sans doute aussi que Hodgson, il était tout seul, quoi. Il était tout seul au Népal. C'est lui qui prospectait, il collectait des manuscrits et sans doute aussi qu'il avait besoin de l'aide d'autres savants. Il avait été également publié par la Société asiatique de Paris, ses premiers travaux. Donc les gens connaissaient Hodgson et reconnaissaient en lui un savant selon les critères de l'époque, c'est-à-dire c'est pas encore tout à fait, c'est un orientalisme qui est institutionnalisé, mais c'est pas l'orientalisme savant des générations d'après, où là ça va être un orientalisme en majesté. Tous ceux qui ne font pas partie du sérail, qui ne sont pas labellisés, patentés, sanskritistes, etc., sont en général ne sont pas reconnus. Même Sénart, hein. Sénart qui a tout de même été un grand orientaliste, on sent une forme de marginalisation de la part de... Il n'est pas considéré comme un père, hier. Donc, les rapporteurs
soulignent l'importance des pays situés à l'ouest de l'Indus, dont ils espèrent des renseignements neufs et précieux grâce à la numismatique et à l'histoire. Et il demandait de Jalalabad, Begram et Banyan des plans exacts, descriptions détaillées et, si possible, quelques dessins de ces monuments. Donc, vous voyez bien que les savants avaient tout à fait conscience de l'importance de la présence et de l'existence de ces hommes sur le terrain et à quel point ils étaient des informateurs tout à fait précieux, compétents, et qu'il fallait aider et qu'ils ont aidé à la manière des savants de l'époque. Alors, le culte du Bouddha, que dans les premiers siècles de notre ère, il avait été florissant bien au-delà de l'Hindu-Kush, dans l'ancienne Bactriane et dans les contrées plus septentrionales encore. Les voyageurs chinois qui avaient visité l'Inde à quelques époques en avaient donné quelques lumières, donc on avait quelques idées. Mais on en attendait confirmation complète de l'étude des monuments de cette partie du monde et surtout de sa géographie qu'on connaissait fort mal. On connaissait très très mal la géographie et quelques années plus tard, lorsque un explorateur qui a une importance que je crois très considérable, qui s'appelle Dutreil de Reims, va partir explorer l'Asie centrale, eh bien, il existe encore de grandes taches blanches sur les cartes. C'est encore un moment où il y a des blancs, voilà, des blancs. D'où le courage exceptionnel de ces hommes, parce que tout de même, ce sont des contrées froides, dures, glaciales. D'ailleurs, Dutreil du Reims, il laisse la vie. Alors, autour de. Donc, on pensait par exemple que lorsqu'on connaîtrait la nature des obstacles qui arrêtaient ou retardaient les invasions et les émigrations des peuples, pourrait s'expliquer comment des nations de nature si différentes de langage et de culte avaient pu soit rester pendant des siècles sans contact, soit se succéder dans les mêmes lieux de la manière la plus rapide. Alors, en gros, autour de l'Hindu-Kush, est-ce que c'est un bastion? Est-ce que c'est une barrière? Se jouait en particulier la question des dynasties grecques, mais aussi l'histoire du bouddhisme. C'est pourquoi ces questions intéressaient furieusement ces hommes. C'est un moment où ce qu'on connaît du bouddhisme est pauvre. Ce qu'on connaît du bouddhisme, ce sont des textes. Ce qu'on a en 1836, ce sont les textes qu'on a collectés dans les monastères. L'histoire du bouddhisme, on ne la connaît pas, tout simplement. Et donc, ils vont la reconstituer à cette époque-là. J'insiste parce qu'on est en gros, c'est le 19e siècle. Donc, avant du bouddhisme, de l'histoire du bouddhisme, on ne connaît rien. Il faut tout de même, comment dire, il faut quand même insister, il faut quand même prendre conscience à quel point c'est tardif notre connaissance du bouddhisme. Ça a 3 siècles, bon. Dès 1836, les académiciens pensaient que les topes, ils appellent ça les topes parce que c'est plutôt la transcription anglaise, ou les stupas, nous on appelle ça des stupas, étaient des signes certains de la présence de l'influence indienne, entendue comme bouddhiste, à l'ouest de l'Indus, et qu'on pouvait suivre les progrès de cette influence dans sa marche vers l'ouest, en recherchant les traces laissées sur le sol, ces topes. Ça, c'est une obsession, oui, on peut dire une obsession, qui va devenir massive 2 générations plus tard, la génération de Sylvain Lévy, puis Paul Pelliot, et au moment où on va avoir les 5 expéditions successives de Orelstein jusque Paul Pelliot, on va découvrir la grotte des 1000 Bouddhas, etc. Et donc à ce moment-là, le regard va se décentrer du bouddhisme indien vers le bouddhisme d'Asie centrale, ou plus exactement vers l'histoire du bouddhisme, la marche du bouddhisme dans toute l'Eurasie. Mais déjà, c'est déjà tout de même en germe, c'est quand même déjà là. Les savants 2 siècles plus tard, les indianistes ou les bouddhologues 2 siècles plus tard, ne vont que reprendre des hypothèses, des grandes perspectives qui sont mises en place par les savants de cette époque. Quant à la recherche de manuscrits conservés dans les bibliothèques publiques et privées du Pendjab et du Cachemire, les 3 académiciens formulèrent des recommandations élémentaires tendant à dresser un état de ces bibliothèques et fournir une liste de manuscrits en leur possession, permettant de faire un choix d'œuvres à acheter. Ça, c'est aussi l'autre grande interrogation et demande et les autres aspirations des savants de l'époque, c'est de disposer évidemment d'une énorme bibliothèque. On ne dispose alors encore que des matériaux envoyés par Hodgson, et il faut attendre
ça sera tout le travail de Sylvain Lévy, de l'indianisme 2 générations plus tard. L'obsession de Sylvain Lévy, ça va être quoi? Ça va être les livres, les traductions, les livres. Il est en lien régulier avec l'orientaliste russe Oldenberg et toute leur correspondance. Alors, c'est une correspondance très amicale, comment vont les enfants, etc. Et il se donne des nouvelles également des travaux des uns des autres, etc. Mais surtout, il dit « Et est-ce que vous avez eu connaissance du manuscrit, etc. Et est-ce que vous pourriez m'envoyer Sylvain Lévy, à chaque fois, il fait que ça. Il s'excuse d'ailleurs avec grande politesse d'avoir tant d'exigences, etc., qu'il espère pouvoir assurer la réciprocité, etc. Tout ça, c'est dans une très grande courtoisie. Mais son obsession, c'est de construire une énorme bibliothèque. Pourquoi? Parce que plus la bibliothèque est massive, plus elle est importante et plus la discipline acquiert de poids institutionnel. Et le grand projet, la grande perspective de Sylvain Lévy, ça sera de donner un poids institutionnel à l'indianisme français. Par les livres, par la bibliothèque. Il est à l'indianisme ce que Alfred de Sacy sera à l'islamologie et aux langues arabes, turques et persanes. Donc l'Académie renoue par ailleurs avec une vieille tradition de la science française, la recherche de textes en langue originale, dont la Bibliothèque royale avait fait au moins depuis l'abbé Bignon un élément de sa politique. Et c'est transposé en mode sécularisé, c'est ce que fera Sylvain Lévy. Alors, un jeune savant du nom de Thérould va remplacer Jacquet, qui est décédé, et l'Académie est représentée cette fois par 5 de ses membres. Et programme son itinéraire de retour possible, soit par Agra et Mathura, alors qui correspond pour eux au Méthora des Grecs, soit par le Rajasthan et le Gujarat, sur lesquels portent la plupart des observations nouvelles. Alors, je ne sais pas si Thérould, donc ce jeune homme qui est un naturaliste, a pu assumer le projet des académiciens. Quand Allah rentre du Pendjab en 1937, c'est au tour de Ventura qui aspire à retrouver sa patrie de rentrée. Il se rend à Paris et à Londres pour une mission diplomatique, mais il est rappelé à Lahore avant d'avoir pu revoir les siens. Et en fait, l'aller-retour de Ventura n'aura pas le même poids que celui d'Allah. Et donc, de retour en fait à Lahore, il va passer son temps à Peshawar, à fouiller les sites gréco-bactriens et Kushan, les temples et stupas hindous dans la passe du Khyber. Et après avoir servi fidèlement Ranjit Singh et ses successeurs jusqu'à l'assassinat du Maharaja Sher Singh, c'est-à-dire le successeur, en septembre 1843, il quitte le Pendjab pour la France et se présente au roi Louis-Philippe avec un ensemble de monnaies anciennes qu'il avait exhumées et qui attestait la marche d'Alexandre le Grand à travers l'Afghanistan et le Pendjab. Bon, après, il meurt à Toulouse et donc, grâce à Maria qui m'a répercuté un article envoyé par le marquis de Trésigny, je crois, qui est un descendant de Ventura, qui a fait un énorme travail généalogique là-dessus. C'est tout à fait intéressant, mais ça dépasse un peu le cadre, ma perspective de travail. Courte rentre à Marseille en 1944 avec son épouse et vécurent de longues années au milieu de leurs souvenirs. Alors, ces hommes ont été mariés à des femmes indiennes par le Maharaja lui-même, qui leur a trouvé qu'il devait se sentir seul, ces hommes, et donc il leur a trouvé des épouses. Alors, il a trouvé une épouse extrêmement riche, fastueuse, très belle pour Allard, et un tout petit peu moins riche, un tout petit peu moins belle pour Ventura, parce qu'évidemment, il respectait tout de même une forme de hiérarchie dont les hommes apparemment ne se sont pas formalisés. Alors, les instructions de l'Académie et la mission du jeune savant détaché auprès d'Allard et de ses collègues à Lahore semblaient promettre un développement considérable et original des recherches archéologiques dans ces régions. C'est pourquoi j'ai insisté sur tout ce dispositif mis en place par une commission officielle de savants pour soutenir le travail de ces fouilleurs. Eh bien, en fait, rien. Rien n'a été retenu dans l'histoire. Tout a été effacé. Il y a eu un phénomène d'effacement. Alors, cette source demeura occulte et délibérément occultée jusqu'à récemment. C'est une grande thèse de M. Lafon. C'est lui qui a véritablement exhumé cette page d'histoire.
Alors, c'est un phénomène singulier, hein, surtout si l'on songe que dès 1835, toutes les opinions françaises européennes de Londres à Saint-Pétersbourg étaient informées par la presse comme par la correspondance de Vincent Jacquemont du rôle des officiers français dans le royaume sikh du Pendjab. Vincent Jacquemont, c'est un correspondant, donc il a répercuté avec beaucoup de régularité toutes ces découvertes. Les Anglais, d'ailleurs, ont largement contribué à cet effacement, on peut leur faire confiance. Les Anglais n'eurent pas plus de reconnaissance pour l'apport français qu'ils n'en eurent pour l'apport indien ou portugais. Il y a des travaux actuels d'Indiens, je n'ai pas répercuté tout ça, mais il y a des Indiens qui travaillent, des historiens indiens, et qui soulignent également à quel point les Anglais ont procédé à un effacement des travaux indiens. Ils insistent davantage sur les travaux des Indiens. On ne peut pas leur en vouloir, après tout, ils ont le droit d'être un peu nationalistes. Ainsi, dans la construction de l'histoire du déchiffrement des écritures indiennes, ils surent habilement effacer la place et le rôle de l'archéologie française, parfois avec la collaboration des Français eux-mêmes. L'institution orientaliste qui fonda son prestige sur l'érudition au moment où Sylvain Lévy lui confère son faste institutionnel n'a pas beaucoup aimé les missionnaires et les aventuriers. Et moins encore, elle n'a voulu reconnaître le rôle qu'ils avaient joué. Il suffit de lire le livre de Sylvain Lévy qui s'appelle « Génie de l'Inde », dans lequel, c'est un tout petit livre, hein, très petit. Les premières pages sont une espèce de survol de l'histoire de l'indianisme et très clairement, il le dit, les missionnaires, oui, oui, bien sûr, ils ont apporté une petite contribution, mais en aucun cas, on ne peut considérer que ce sont des fondateurs. Bon, il disqualifie gentiment, poliment, courtoisement, subtilement, de manière assez déloyale, je trouve, leur rôle. Beaucoup plus important qu'on ne pourrait le croire. Et c'est après, évidemment, la conquête et l'annexion du Pendjab par les forces britanniques, 46-49, que descendra le silence des savants anglais et par voie de conséquence des Français sur l'œuvre archéologique française dans ces régions, tout simplement parce que c'est le travail archéologique anglais qui va dominer. C'est la recherche. On n'est plus sur place, puisque vous voulez. Comme on n'est plus sur place, eh bien, l'indianisme français est condamné à un indianisme de chambre. Alors, après la révolte des Sipais 1857, la recherche anglaise dans l'Inde du Nord-Ouest ne connaîtra plus que Masson et Alexander Cunningham. Alors évidemment qu'ils ont eu une grande importance, mais on ne reconnaîtra plus qu'eux. Le reste sera effacé. Après 1858, lorsque la Pax Britannica se rétablit peu à peu sur les plaines ravagées de l'Inde du Nord, l'heure n'est plus à la stricte honnêteté en matière de reconnaissance scientifique ou politique. Par exemple, le frère aîné d'Alexander Cunningham. Alexander Cunningham, c'est lui qui a organisé la recension, on l'a fait sœur, ou il était sœur, il a organisé la recension de tous les sites archéologiques de l'Inde, qui étaient évidemment anglaises, devenues anglaises. Son frère aîné, fondateur de l'Archaeological Survey of India, avait vu sa carrière brisée en 49-50 pour une History of the Sikh qui laissait transparaître trop de vérité sur le royaume sikh du Pendjab et sur la première guerre anglo-sikh. Donc il y a également évidemment des raisons diplomatico-historiques à cet effacement. Et puis les recherches historiques et archéologiques passent à l'arrière-plan. Il devint monnaie courante de traiter par le mépris, puis de passer sous silence les activités archéologiques françaises dans le Pendjab sikh. Après, bon, il y a des convulsions politiques, les deux guerres anglo-sikh, anglo-afghanes, etc. Bon, je passe sur ces questions-là. En France, pourtant, en 1944, Eugène Burnouf, qui pourtant était très largement informé de l'existence et du poids au moins d'Allard et de Ventura, pouvait encore évoquer le général Ventura comme celui qui, je cite, de nos jours, ouvrit le premier de ses tops, donc stupa, même si c'était pour ajouter aussitôt que ces heureuses tentatives furent imitées et surpassées par Onique Berger et surtout par Masson. C'est Masson qui va ensuite être considéré comme celui qui est le principal archéologue. Et puis ensuite, eh bien, tout simplement, les hommes disparaissent, hein, ils décèdent. Donc, dans les années 50, nombre de savants qui avaient connu l'un ou l'autre de ces quatre fondateurs amena un oubli progressif, presque total, sur cette première aventure archéologique française dans ces régions. Jacquet était mort en 1938, James Prinsep en 1940, il est mort tôt, Prinsep, usé par sans doute aussi le climat tropical, peut-être aussi de santé fragile. Mais quand il rentre
En Angleterre, il est déjà malade et il décède quelques temps plus tard, mais il a eu le temps de déchiffrer les écritures. Et le décès prématuré de ces deux meilleurs savants européens dans le champ des études gréco-bactriennes et indo-grecques eut pour conséquence l'effacement de tout un pan de la recherche archéologique. Eux seuls avaient eu des contacts réguliers, directs ou indirects, avec les officiers français de Rangitzik. Eux seuls avaient systématiquement suivi les progrès de leur recherche. Wilson est celui qui, en Angleterre, continua l'œuvre de Princeps. Il quitte Calcutta pour Oxford en 1932 et son remarquable Ariana Antica, paru à Londres en 1941, fixe à jamais la gloire de James Masson dans les bibliographies qui suivirent. À partir du moment où c'est fixé dans une bibliographie, en général, les historiens y reprennent et ils continuent. On reprend la bibliographie, on la répercute dans le livre suivant et puis ensuite on recollecte. C'est ce que font le plus souvent les historiens. Ce n'est pas d'ailleurs une condamnation, hein. C'est simplement, après tout, ils considèrent qu'il n'y a pas de raison de douter d'eux. Donc, on dispose d'une bibliographie, on la prend, on la repique et on la reporte dans les ouvrages suivants. Et bien sûr, avec la bibliographie, il y a le prestige des gens qui sont cités. C'est pourquoi les bibliographies sont pour les chercheurs considérées comme tellement importantes. Il y va évidemment de leur gloire personnelle. Ceux qui aujourd'hui passent pour les grands initiateurs des études gréco-bouddhiques sont Burns et plus encore Masson. Burns est plutôt un explorateur. C'est plutôt un explorateur. Il est envoyé par Hélène Sborrouf pour explorer l'Indus, qu'on ne connaissait pas du tout à l'époque. Il arrive à Kaboul, il tombe amoureux de la ville, il rentre en Angleterre. Il a un rôle en particulier, il a un rôle assez suspect dans la suite des événements politiques. Il revient à Kaboul et là, il est assassiné assez sauvagement quand commence le début des hostilités et des troubles qui vont se produire entre les guerres indo-sikhes, etc. Burns avait envoyé à James Princeps ce qu'il récoltait au cours de ses missions, mais ce n'est qu'à la mort de ce dernier en 1944 que ces trouvailles ont pu faire l'objet d'une publication par les soins de Henri Princeps, le frère de James. Masson entreprit des travaux en vue de récolter les reliques précieuses que contenaient les stupas de Hadda. Et il parvint en effet à découvrir des objets d'art, des pièces de monnaie gréco-bactrienne, indocyte, Kushan et des monnaies romaines à l'époque de Domitien, byzantines de Théodose Léon et également des pièces de monnaie Hephtalite. Mais il suffit de se reporter au témoignage de Princeps pour se rendre compte pour redécouvrir le rôle fondateur et catalyseur de Kurt et Ventura dans l'amorce et le déroulement de ce processus, en particulier Ventura, qui mit avec une générosité sans égale à la disposition de Princeps l'ensemble de ses découvertes. Et on attribue en général à James Princeps le déchiffrement des écritures indiennes. En réalité, ils sont plusieurs. Il n'y a pas que Princeps. Il y a, j'ai oublié leur nom, le plus honnête dans la description, c'est un certain Eugen Hulsch, qui est un Allemand. L'ouvrage n'est pas traduit, ou il est en anglais. Enfin, nous, on ne traduit pas, quoi. Enfin, en gros, ce que j'ai pu constater, c'est que nous, on ne traduit pas. On traduit très peu les livres anglais et encore moins les livres allemands, alors qu'il y a des ouvrages de référence incroyables. Donc, on a toute une bibliothèque dont on ne dispose pas. Alors, c'est un peu dommage, surtout moi qui suis pas germaniste et qui déteste lire l'anglais. Donc, je souffre. Mais j'y arrive pas avec l'allemand, sauf les articles. Et puis, alors, l'anglais, je souffre. Je lis ça, mais je déteste. J'ai horreur de lire des trucs en anglais. Au XXe siècle, ensuite, ce fut une sorte de constante chez les archéologues et de la part de l'Institut que la recherche des traces d'une présence grecque en Afghanistan. Ça a été un grand fantasme autour de la Bactriane. Fouché fut l'archéologue de la Bactriane et dans ses lettres, il le dit, j'ai rien trouvé. Et c'est quand même mystérieux comment il a fait. Il n'a rien trouvé. Alors, on commence à dire aujourd'hui que peut-être, il n'avait pas les qualités archéologiques nécessaires. On commence seulement aujourd'hui à l'envisager. Alors, Fouché, il connaissait bien hein, les généraux. Il faudrait que je retrouve dans mes papiers, j'avais mis la citation un peu à part. Il faudrait que je la retrouve.
Non, je n'arrive pas à la retrouver dans mon fourbi. Mais il y a une citation dans laquelle il évoque la charge héroïque des officiers français sur Peshawar. La prise de Peshawar a laissé un souvenir d'un héroïsme, d'une bravoure, de quelque chose d'assez exceptionnel. Il faut dire que c'est un site vraiment, apparemment, très difficile à prendre. Et bien, Fouché savait, puisqu'il en parle. Donc, tous ces gens savaient. Il y a quand même une malhonnêteté. À la génération suivante, le rôle du clan des indianistes français ne fut pas mineur. Donc en 22, lorsqu'à la demande afghane, Alfred Fouché crée la délégation archéologique française en Afghanistan, il ne semble pas se souvenir qu'il reprend une entreprise engagée par ses compatriotes un siècle plus tôt tout juste. Alors, est-ce que je pensais faire une pause parce que tout ça, ça doit être vraiment peut-être un peu casse-pied à écouter. Est-ce qu'il y a je sais pas, des interventions, des questions, etc. Parce qu'après, il y a quelques éléments qui sont un peu plus techniques sur ce qu'ont découvert Kurt et Ventura. Et en particulier, la grande découverte de Kurt, c'est ce qu'on appelle la grande écriture kharoshti. C'est un grand parchemin écrit en kharoshti qu'il offre à Louis-Philippe que Allard offre à Louis-Philippe lors de son voyage. On ne connaît pas à l'époque la kharoshti et donc on fait un truc très officiel. On met ça, je suppose, sous un cadre, etc. On accroche le cadre à l'envers. Et ce n'est que quelques années plus tard, lorsqu'on aura déchiffré la kharoshti, que l'on remettra le cadre à l'endroit. Si vous tapez sur Internet, écriture kharoshti, alors vous aurez certainement ce parchemin qui est écrit donc, dans cette écriture, sauf qu'on a enlevé quasiment systématiquement le nom de Kurt. Je l'ai découvert parce que M. Lafont m'a envoyé la photo de ce parchemin. Et alors, à ce moment-là, j'ai pu découvrir qu'il y avait le nom de Kurt. Il est enlevé d'une manière générale dans toutes les autres reproductions que l'on trouve sur Internet. Donc, vous voyez, c'est quand même… Marion, je me permets d'intervenir un tout petit peu. Est-ce que vous auriez dans votre ordinateur une carte ou une photo à nous montrer parce qu'on peut la partager sur écran. Vous voulez une photo de quoi précisément? Peut-être une carte, si vous en avez. Je ne sais pas s'il y a des choses qui vous ont marqué plus particulièrement dans les pièces de monnaie ou dans les documents que vous avez dans votre ordinateur. Des pièces de monnaie, en fait, j'ai pas de pièces de monnaie parce que c'est pas… Comme cette recherche, je l'ai faite dans le cadre d'un livre que j'ai écrit, les pièces de monnaie, on ne peut pas les mettre dans la liste des illustrations pour des raisons, je crois, économiques aussi. Enfin, un livre, ça coûte cher, etc. Déjà, les cartes, avant, elles étaient en couleur, maintenant, elles ne sont plus qu'en noir et blanc. Donc, j'ai peut-être une carte. Il faudrait que je prenne le temps de la chercher. Une carte de l'Inde. Juste une petite seconde. Sinon, Marion, sur Wikipédia, donc alphabet kharoshti, on voit bien une photo du parchemin, une petite pièce de monnaie en dessous. Mais merci, voilà. Légende sur une pièce du roi indo-grec Artémidoros Aniketos. Je ne sais pas si c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. C'est tout à fait ça. Donc, ce sont alphabet kharoshti. Alors, oui. Alors, ce qu'il faut savoir encore, dernière chose qu'il faut savoir, c'est que chacun de ces généraux, enfin les généraux qui ont compté, c'est-à-dire le binôme, le tandem Allard-Ventura, Ventura ayant été principalement un convoyeur, et Kurt, ont constitué des collections de monnaies mais impressionnantes, mais un nombre considérable. Et ces collections ont disparu. On n'a retrouvé que quelques monnaies, que quelques médailles. Les 5 volumes du mémoire de Kurt, alors ces 5 volumes du mémoire de Kurt, ils étaient connus de Hacking. Hacking, ça a été le directeur du musée Guimet. Hacking connaissait ces mémoires de Kurt et il les avait rangés ou cachés, je ne sais pas, dans un tiroir
Et puis, la guerre avait éclaté et il avait il avait été envoyé il avait rejoint le général de Gaulle. Il avait été envoyé par le général de Gaulle, je crois, au Liban, quelque part par là, parce qu'il était spécialiste évidemment de l'Orient. Son bateau ou sous-marin a été torpillé et il a coulé. Et donc, du coup, la seule personne qui connaissait l'existence et qui savait où se trouvaient ces mémoires de Kurt, du général Kurt, eh bien, est décédée. Donc, les années ont passé et alors ça, c'est M. Lafon qui m'a raconté ça. Et Jean-Marie Lafon cherchait ces mémoires. Un jour, un jeune savant nouvellement intégré au musée Guimet, que l'on avait traité avec un petit peu de dédain en lui disant bah, tu t'installes où tu veux, où tu peux, etc. Donc on lui avait donné un petit bureau ou un petit coin. Donc il y avait un meuble qui le gênait, donc il a poussé ce meuble, il n'y arrivait pas, donc il a essayé de l'ouvrir. Il a sans doute un peu forcé les serrures parce que c'était fermé à clé. Et puis, il a trouvé ce manuscrit. Et donc, il en a informé, bien sûr, autour de lui. Et c'est Gérard Fussman, qui est un indianiste que je crois encore vivant, qui a prévenu Jean-Marie Lafon en lui disant « Je crois qu'on a trouvé le manuscrit que tu cherches. » Et qu'il cherchait depuis 10 ans. Voyez. Et ce manuscrit, maintenant, eh bien, il est en cours de parution. Alors, c'est un manuscrit extrêmement important. Pourquoi? Parce que ce sont des mémoires de Kurt. Ça veut dire tous les éléments géographiques, toutes les découvertes, toute la description, sans aucun doute, des monnaies, parce que ces hommes, ils faisaient aussi la description des monnaies. Comment on sait, par exemple, qu'il y a eu des monnaies? Eh bien, par le plus grand des hasards. C'est-à-dire qu'un jour, il y a un monsieur un peu riche d'ailleurs, un peu savant, qui aime les livres anciens et qui découvre au fin fond d'une librairie bibliophile un album intéressant. Il le feuillette et qu'est-ce qu'il voit? Il voit la reproduction de médailles. Et donc, il envoie évidemment, il comprend que ces albums ont certainement un intérêt historiographique et il l'envoie, alors sans doute au musée anglais le plus important, je ne sais plus lequel. Et à ce moment-là, les savants comprennent qu'il s'agit des collections de ces fouilleurs. Et c'est comme ça qu'on sait que ces collections de monnaies qui étaient considérables, hein, des centaines de monnaies. Il y avait, comment ils n'ont rien trouvé en Bactriane du temps de Fouché, c'est quand même un mystère. Vous voyez. Eux, ils ont gratté la terre, ils ont trouvé des quantités de choses. Il y a un bronze impressionnant qui avait été exhumé d'un stupa par, je crois que c'est par Kurt aussi. Le meilleur fouilleur, c'était indéniablement Kurt. Allard était certainement excellent aussi. Mais le meilleur fouilleur, c'était Kurt. D'ailleurs, c'est lui qui catalyse l'intérêt des trois hommes, plus Onique Berger, autour de ces questions d'archéologie. Ils sont conscients de l'importance de ce lieu de l'Inde. Bon, voilà. Alors, pourquoi c'est important pour notre histoire du bouddhisme? À cause de la Kharoshthi. Pourquoi c'est important? Parce que d'abord sans eux, on n'aurait jamais découvert l'écriture Kharoshthi. Or, l'écriture Kharoshthi, on n'a que des monnaies, des médailles. On n'a pas de document écrit à ce moment-là. Le premier document écrit en Kharoshthi, c'est celui que va découvrir Dutreuil de Reims, donc, qui est un Français, ce jeune explorateur qui va partir en Asie centrale, en fait, pour combler les blancs de la cartographie. Et puis, au cours d'un de ses voyages, il découvre une écorce de bouleau sur laquelle il y a une écriture totalement inconnue. Il envoie ça à la Société asiatique ou la Société d'inscription et des belles lettres. Et puis, Sylvain Lévy... alors, ça s'égare, donc ça met quelques mois, voire quelques années à arriver, ça finit par arriver. Et Lévy n'attache pas tellement d'importance, c'est Sénart qui comprend l'importance de cette écorce de bouleau. Alors évidemment, le problème de l'alphabet et des écritures, c'est que c'est un schmilblick, hein. Franchement, ça a été un casse-tête, vous n'imaginez pas. Celui qui m'a aidé, c'est Xavier Roderer, qui relit avec patience mon travail, et qui un jour me dit, t'es pas, sur le chapitre des écritures indiennes, me dit, t'es pas précise, on ne sait pas de quoi tu parles quand tu parles des alphabets, quand tu parles des écritures. Bon, ah bon
Et en fait, effectivement, quand les chercheurs disent le Kharoshthi, ils parlent de l'alphabet Kharoshthi. Quand ils disent la Kharoshthi, ils parlent de l'écriture Kharoshthi. Quand est-ce qu'on a un alphabet? Quand est-ce qu'on a une écriture? Ben, on a un alphabet quand on n'a qu'un alphabet. Vous voyez, par exemple, les Albaniens du Caucase, on a eu longtemps qu'un alphabet, parce qu'on n'avait rien. On n'avait pas de texte, on n'avait rien du tout. Donc, on pouvait dire que l'alphabet albanien. On ne pouvait pas dire l'écriture albanienne. On n'a pas de texte. Et c'est pareil pour la Kharoshthi. Tant qu'on ne connaît que l'alphabet, parce qu'on n'a que quelques graffitis ou quelques médailles, on peut parler que de l'alphabet Kharoshthi. Alors, bien sûr qu'on arrive à déchiffrer l'écriture. Enfin, pour avoir une véritable écriture, il faut quand même un petit peu plus de volume d'écrit. À ce moment-là, on peut parler de l'écriture Kharoshthi. Et ça va être beaucoup plus tard, début du siècle, en fait, il me semble, c'est des fouilles de Adou, j'ai oublié son nom, un truc en ou, qui est mandaté qui est envoyé par Fouché, qui comprend que dans ce coin-là, il y a des choses à découvrir, et qui exhume alors pour le coup, non pas une écorce de bouleau uniquement, mais des écorces de bouleau, ce qu'on va appeler ensuite le corpus du Gandhara, gandarien, parce que c'est trouvé au Gandhara. C'est un Dhammapada, c'est-à-dire que c'est un texte bouddhique. Et c'est le premier corpus attesté de textes bouddhistes, c'est-à-dire 1er siècle de notre ère, en sachant que, parce que là, il faut quand même se dire, parce qu'ils disent, oh, 1er siècle, bah oui, sauf que ça, je l'ai lu grâce à un petit mémoire sur Internet d'une jeune bibliothécaire qui porte un nom vietnamien, qui doit être d'origine vietnamienne. Alors, c'est le style d'une bibliothécaire, c'est-à-dire que c'est très précis, un peu technique, etc., sans grande élégance, mais alors d'une précision de mathématicien. Et alors, elle dit ceci, elle fait une analyse des textes de la Bibliothèque nationale sur le bouddhisme. Alors, elle dit, il y a un système de classement, les textes, ils sont soit en sanskrit, soit en pali. Même s'ils sont dans d'autres écritures, même s'ils sont dans d'autres, ils sont soit en sanskrit, soit en pali. Et elle dit, en plus, ils sont très mal conservés. Et elle dit aussi que tous ces textes, que la plupart de ces textes n'ont pas de datation. La plupart n'ont pas de datation. Quand il y a des datations, d'abord, on ne sait pas de quelle ère il s'agit. Alors, est-ce que c'est l'ère de Kanishka, est-ce que c'est l'ère Kushan, on ne sait pas. Donc, c'est un problème. Et par ailleurs, elle dit que une fois qu'on a fait le travail, donc sur ces quelques textes qui sont datés, de quelle ère on ne sait pas, alors comment on fait? Alors on prend des textes qui sont écrits dans des écritures comparables, c'est-à-dire il y a des formes d'écrire qu'on réussit à reconnaître, alors on sait que c'est tel siècle parce que ça s'écrit en rond, en carré, que sais-je encore. Donc on les compare et puis on réussit à établir que c'est à peu près telle époque. Elle dit qu'il y a une fourchette d'1 siècle. Ça fait quand même beaucoup, vous voyez. Donc, les datations, vous voyez à quel point elles sont... il faut les prendre avec prudence. Donc, merci aux bibliothécaires qui nous informent également sur un certain nombre de choses que les savants ne nous disent pas. Voilà. Et donc, pour en revenir à la Kharoshthi, on peut parler d'alphabet quand on ne dispose que d'un alphabet. Et d'une écriture quand on dispose de texte. Alors, il me semble que c'est... alors, évidemment, c'est arbitraire ou partiellement arbitraire. Et il faut admettre... c'est une convention, voilà, c'est une convention. Les savants n'ont pas de convention à cet égard. J'ai regardé... j'ai rien vu qui précise quand on parle d'eux, quand on parle le Kharoshthi, la Kharoshthi, on ne sait pas pourquoi ils disent le, on ne sait pas pourquoi ils disent là. Du coup, je me suis demandé pourquoi ils disent le, pourquoi ils disent là. Oui, c'est évident. Le, c'est l'alphabet, là, c'est l'écriture. Ça serait quand même bien de nous le dire, voyez, parce que ça précise. Sinon, on ne sait pas de quoi on parle. Et donc, pourquoi c'est si important la Kharoshthi? Parce que c'est une écriture particulière. Donc, d'abord parce que c'est le premier corpus bouddhiste, bouddhique, Dhammapada, que ce corpus, donc le premier, c'est l'écorce de bouleau du Treuil du Reims, donc il y a le manuscrit du Treuil du Reims, qui ensuite va être intégré dans ce corpus qu'on appelle le corpus gandharien. Et ce corpus gandharien, en fait, maintenant, il est où? Il est
avec l'équipe du professeur Salomon, qui est une équipe anglo-saxonne d'Américains, je crois. Et puis, une autre partie, eh bien, c'est un milliardaire suédois qui a tout ça, j'imagine, en Suède, quelque part. Donc, oui. vous voyez, ça pose Marion, là, vous êtes déjà en train de nous introduire à l'exposé que vous ferez dans 15 jours. Le canon bouddhique, c'est autre chose. Hein. Ah bon? Non, le canon bouddhique, c'est autre chose. Non, je suis simplement en train de vous dire que tout ça, ça nous conduit à quoi? Au fait qu'on va passer d'une recherche où il va y avoir une obsession sur le bouddhisme indien. Les premières recherches, c'est le bouddhisme, c'est un phénomène indien. Donc, le bouddhisme indien. Et puis, la marche du bouddhisme, et en particulier le bouddhisme d'Asie centrale. Et c'est à ce moment-là que va se mettre en place les grandes catégories que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire le bouddhisme du nord-ouest de l'Inde, le Mahayana, je crois, je confonds toujours, et puis le bouddhisme du sud, c'est-à-dire le bouddhisme singalais, supposé pur, écrit en pali, vous voyez. Et effectivement, c'est là que se pose la question des deux canons, le canon pali et le canon sanskrit. Mais donc, c'est très tardif quand ça se constitue. C'est très tardif. Il reste quelques minutes. Alors, on peut... Je suis navrée. J'espère que je n'ai pas trop... Non, mais c'est passionnant. Ah bon, parce que c'est parfois un peu technique. Je m'en excuse. Mais on est un peu obligé. Et donc, les 3 volumes de Courte, avec tous les dessins, je suppose qu'il y a plein de dessins de pièces de monnaie. Quand est-ce qu'on saura où ils en sont dans l'apparition? Et alors, M. Lafon m'a dit qu'il fallait encore 2 ans. 2 ans? Ah oui, 2 ans. Vous publiez un livre? Il y a 5 volumes. Regardez, il y a 5 volumes. Et puis, je pense qu'ils vont publier ça, vous savez, en mode savant, c'est-à-dire qu'il va y avoir un habillage, un outillage de bas de page, etc. Je pense qu'il y a une petite collection de savants qui se sont mis au travail et qui vont certainement répercuter de l'histoire. Enfin, je ne sais pas très bien. Là, il reste un peu discret sur la question, hein, Monsieur Lafon. J'ai l'impression que ça, c'est encore un peu sous le boisseau parce qu'il y a aussi une question de... On ne partage pas trop non plus ces découvertes. Hein. Vous avez vu que dans notre histoire historiographique, bon... Pour donner un autre exemple, si vous avez encore quelques minutes, ils ont été tellement conscients de ce problème-là, les savants à l'époque de Sylvain Lévy, en particulier quand ils ont découvert, quand il y a eu les 5 expéditions successives en Asie centrale, et en particulier la découverte de Pélio avec les grottes qu'on appelle la grotte Mille Bouddha, il y avait des kilomètres de rouleaux, etc. En particulier dans cette langue dont je parle depuis 5 ans, je bassine tout le monde, je casse les pieds à tout le monde à l'écho depuis 5 ans avec les Sogdiens. Oui. Pourquoi? Mais parce que les Sogdiens, les Sogdiens sont des communautés qui, au IIIe siècle après Jésus-Christ, c'est attesté par des lettres qui ont été découvertes par un jeune soviétique, enfin, je ne sais plus de quel, Barakatulu Ajnarov, ça ne s'invente pas. D'ailleurs, vous allez sur Academia, il n'arrête pas de publier. Bien, ces lettres sogdiennes attestent que ces communautés sogdiennes célébraient en syriaque, ne parlaient plus le syriaque, mais elles célébraient en syriaque. Il y avait des communautés chrétiennes qui célébraient en syriaque au IIIe siècle après Jésus-Christ. Or, comment est-ce que ça s'est propagé? Vraisemblablement qu'il faudrait aussi regarder les textes en kharoshti, les textes en sogdien, etc. Une grande partie du matériau de Pélio est encore est encore en carton. Hein. Ah bon? Ah ben oui, on ne le sait pas. Et pourquoi est-ce qu'on ne sait pas grand-chose? Qui est-ce qui les a, ces cartons? Alors, il y a un article de Anne Fernet, alors là, sur les annales de... Lisez ça, c'est très, très édifiant. On est édifié. Je ne me souviens plus exactement, il faut regarder l'article. Et elle raconte l'histoire et elle dit où c'est et qu'en fait, une grande partie n'a pas été exploitée. Et quant au Sogdien, pourquoi est-ce qu'on ne connaît pas grand-chose du Sogdien? Parce que celui qui s'est attaqué au Sogdien, c'est un nommé Gotyo. J'ai oublié son prénom. Et alors, ce Gotyo, il est allé à la guerre de 14-18 et il y est mort.
Et donc, évidemment, après, vous voyez, il y a plus, en plus certainement qu'en France, il y a eu vraisemblablement une hémorragie. Et donc, il n'y a plus grand monde. Et donc, il y a très peu aujourd'hui de spécialistes du sogdien. Alors, il y a la grande thèse de la Vessière, qui est tout à fait intéressante, mais enfin, c'est quand même encore une approche marxiste, hein, enfin, ou un peu marxisante, néo-marxisante. Enfin, bon, bref, c'est une approche liée à l'économie. Bon, mais enfin, très bien. Outre l'intérêt évidemment scientifique dans son domaine, mais enfin pour nous, l'intérêt c'est aussi que ça met de la lumière sur ces sogdiens. Je peux intervenir juste une seconde? Excuse-moi Gilles, oui, pardon. Il n'y a pas de problème. En fait, j'ai deux trucs. Alors, je passe au plus rapidement bâclé. C'est est-ce que vous connaissez de François Wiedemann ce livre-là sur… Oui. Alors, Gilles, je vous en veux beaucoup. Je suis très fâchée contre vous parce que vous m'aviez dit que ce livre, vous me le feriez parvenir et que vous me mettriez en lien. Il coûte 60 € sur Rakuten et on ne le trouve plus. Même à 60 €, il n'est pas publié. Il coûte une fortune. Il y a une véritable, à mon avis, inflation autour de ce livre. J'étais même prête à l'acheter pour 60 €, mais on ne le retrouvait plus. On réglera le truc. Et je m'en repens à toute force. Ah oui, vous pouvez. Pleurer sapin, hurler fontaine. Tiens. Et sinon, le deuxième truc, c'était dans l'exposé là que vous avez fait, c'est donc, si j'ai bien compris, ils sont partis d'un présupposé qui a faussé tout le reste, à savoir qu'on va penser que les stupas sont forcément bouddhistes et que c'est par là qu'il y a une expansion qu'on arrivera à retracer de l'Inde vers l'Ouest. Exactement. Et c'est ce présupposé qui s'est imposé, c'est-à-dire que désormais, tout stupa est bouddhiste. Et au final, exactement. C'est pas le cas. Je n'en sais rien. Ah oui, d'accord. Mais je n'en sais rien. Mais en tous les cas, effectivement, c'est la question que je me suis posée. C'est-à-dire, est-ce que tous les stupas sont bouddhistes? Et est-ce que le stupa, par essence, et d'origine, est bouddhiste? C'est des stupas. Je me suis dit, c'est quoi un stupa? Je me suis dit, c'est un reliquaire. Ah, c'est un reliquaire. Donc, c'est un truc où il y a des reliques. Vous voyez? Bon. Alors, est-ce qu'il y a des reliques? Il faudrait regarder. Est-ce qu'il y a des reliques dans l'hindouisme? Est-ce qu'il y a des… Ça me semble difficile. Donc, j'aurais tendance à dire que ça me semble assez évident que ça peut être que du bouddhisme. Mais sont aussi des mausolées. Ceux de Sanchi Amaravati sont énormes. C'est énorme. Oui. Et là, c'est vraiment des mausolées. Oui. Et là, avec des décorations extraordinaires et complètement hindouistes. Oui. Et là, oui, on a… non, pas hindouiste. Ah oui. Bouddhiste, là, même, non? Non, il n'y a rien de bouddhiste dessus. Rien. Je reverrai mes vieux cours de l'école du Louvre. D'accord, ok. Mais en tout cas, exactement, c'est tout à fait vrai, Gilles. Et l'une de mes interrogations, c'est celle-là. C'est-à-dire, le stupa, est-ce que tout stupa est bouddhiste et est-ce que le stupa est d'abord bouddhiste? Par exemple, la question que je me suis posée à une époque, mais je n'ai pas assez d'informations, c'est venant des steppes, un type aussi de mausolée qu'on appelle les kirganes. Je me suis demandé si le stupa ne pouvait pas être une espèce d'avatar du kirgan qui aurait été réintégré à une culture bouddhisante ou bouddhisée et qui aurait donné le stupa. Avant qu'on parle de tumulus, même pour l'Europe néolithique, on parlait avant de la civilisation des Kourganes. Hein. Enfin, il y avait pas de. Enfin, c'est à partir du moment où il y a un tas, hein, un monticule, quoi. C'est ça. Ouais. Donc le stupa, en fait, c'est peut-être un Kourgan amélioré. Alors, qui, d'où, etc. Mais je suis d'accord, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une hypothèse qui est gelée, tout le monde l'admet. Et c'est cette hypothèse-là, elle a été gelée. Et effectivement, maintenant, le stupa, c'est bouddhiste. Les tops, c'est bouddhiste. Mais encore que les généraux français, je ne suis pas certain que pour eux, c'était aussi net que ça. Et est-ce qu'à l'époque, on se doutait que Bouddha ne voulait peut-être pas forcément dire Bouddha? Non, encore moins. Au sens où il pouvait y avoir d'autres Bouddhas, quoi, que celui… En fait, les premiers fouilleurs, ils ne sont pas obsédés par le bouddhisme.
C'est-à-dire que, et même par les religions de l'Inde. C'est-à-dire que ces premiers archéologues, c'est ça qui est tout à fait intéressant et étonnant, c'est qu'il y a une espèce de fraîcheur, et donc, en fait, ils fouillent, ils trouvent des monnaies, etc. Mais ils ne mettent pas et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils vont chercher les savants. Pourquoi? Parce qu'ils ont aussi besoin d'un cadre notionnel, et ce cadre notionnel, ils ne l'ont pas. Et les savants leur donnent. C'est intéressant que vous ayez cité Apollonios de Tyane, parce que lui, il est vraiment récupéré quelquefois comme une espèce de contre-Jésus pour un type qui a envie de se débarrasser du christianisme. Il est assez régulièrement évoqué, quoi. Enfin, je veux dire, bon, un thaumaturge du 1er siècle qui fait des prophéties à l'empereur, au futur empereur Vespasien, etc., etc. Donc, c'est un qui en plus va suivre les traces d'Alexandre, donc qui rejoint toute la mythologie gréco-romaine. Donc voilà. Romaine, oui. Oui. D'ailleurs, en fait, ce qu'on remarque, c'est que leurs sources sont gréco-latines, essentiellement. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'ils donnent? Ils donnent une espèce de synthèse des sources gréco-latines avec des éléments de géographie. Ils les fournissent aux chercheurs, aux fouilleurs, et puis ils leur disent, allez vérifier si ça correspond, quoi. Bon, ça peut sembler sommaire aujourd'hui. Bon, on fait quand même encore aujourd'hui. On fait encore ça aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, je tiens à, si j'ai encore, pour ceux que ça intéresse, la biographie d'Apollonios de Tyane, maintenant, elle est partout, quoi, enfin, en numérique. S'il y en a qui veulent savoir ce que c'est que la vie d'un thaumaturge qui veut fonder une religion aux alentours du 1er siècle et qui est, soi-disant, super adapté au monde gréco-romain dans lequel il doit s'implanter, etc., etc. Il faut aller du côté d'Apollonios, et là on verra on voit la différence entre ça et un évangile dont on dit que, on a complètement retordu les textes du fondateur pour l'inculturer dans un monde substrat gréco-romain, pur sucre, etc., etc. C'est complètement, enfin, je veux dire, quand on compare les deux, on sait ce que c'est quelque chose qui est authentiquement gréco-romain et puis quelque chose qui est vraiment sémite et qui n'a rien à voir, quoi. Enfin, je veux dire, effectivement, des univers différents, oui. Alors après, l'univers indien, c'est autre chose aussi, hein. Ouais. Mais là, je crois que ce qui devait fasciner, c'était le côté Alexandre. C'est le trajet d'Alexandre, précédé de, mythologiquement, Bacchus. Alors, c'est courte. Le général Courte, lui, effectivement, non, mais ce n'est pas uniquement parce qu'on était fasciné, c'est parce qu'en fait, on n'avait aussi que ça. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas partir de rien. On est en droit de toujours mépriser la culture hellénistique. Ceci dit, c'est difficile de partir de rien. Donc, on ne connaît pas l'Inde, mais on sait qu'il y a eu, au IIIe siècle, avant Jésus-Christ, un chef de guerre qui a traversé par là, qui a laissé des traces, qui a laissé des villes, et qui ensuite a laissé des descendants. Puis ces descendants ont fondé des villes, ont créé des royaumes, etc. Donc, ils ont raison, quoi. Ils ont raison. Or, l'histoire aujourd'hui leur donne raison. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu un royaume indo-grec, un royaume gréco-bactrien, avec des frontières extrêmement mouvantes, ça s'est bagarré. La difficulté aussi, c'est que ça bouge tout le temps. Et puis en plus, c'est des grandes familles grecques, ils passent leur temps à s'entre-assassiner. Ils s'entretuent tout le temps, quoi. Bon. Maria est toujours là, alors elle nous laisse continuer un petit peu au-delà de 20h15, mais 20h30. Voilà, il faut. À vous voir. Il y a d'autres questions. Il y a d'autres interventions. Ce que je voudrais en fait vraiment montrer, c'est que, vous voyez, le côté. Bon, j'ai mis comme sous-titre du livre que je dois publier d'ici quelques mois, qui s'appelle Le mirage du bouddhisme, sous-titre 3 siècles d'historiographie frauduleuse. Tout n'est pas frauduleux, bien sûr, mais enfin, il y a quand même beaucoup de fraude. Et donc là, cet effacement, vous voyez, derrière, en fait, cet effacement, d'abord, on n'aime pas le mensonge, mais d'autre part, cet effacement nous empêche de mettre les questions à plat et de mieux les examiner. Voyez.
C'est-à-dire que ça met du flou partout, ça met comme des couches, il faut gratter, vous voyez, comme les palimpsestes. Ça demande beaucoup plus de travail, évidemment. Les gens n'ont pas forcément envie de se casser la tête à ça. Et donc, il y a un processus qui rend l'indianisme d'abord et le bouddhisme par extension extrêmement difficile à reconstituer. Il y a une reconstitution qui est d'une difficulté colossale. Voilà, il y a Pierre Pierre Dean. Bon. Il a raison, il est tard. En tout cas, merci de m'avoir écouté parce que ça aussi, ça m'aide à parfois voir des choses qui ne sont pas toujours faciles des grandes perspectives qui ne sont pas toujours faciles à faire émerger. Pierre, il faut mettre le micro. Oui. Dans toutes les zones de recherche sur les religions, il y a des gens qui veulent y trouver des choses alors qu'ils ont rien réfléchi avant et rien comme élément, et ils veulent y trouver des choses, donc ils vont les imposer, donc ils font un biais cognitif. Et puis après, il y en a aussi qui ont envie dès que ça leur sort quelque chose qui les gêne, hop, soit dans leur carrière, soit dans je ne sais pas quoi, hop, ils mettent ça de côté. Et c'est l'histoire humaine. L'histoire humaine ne passe pas à tricher sur l'histoire réelle. Donc, personne ne pensait à ce point-là, merci Marion, que cet arrière-fond là, de méconnaissance du bouddhisme et autres était aussi rempli de trucs tordus que ce que je vois tout le temps dans mes travaux sur le début de l'Église. Le grand mystère pour moi, c'est comment est-ce qu'on peut rendre compte il y a un bouddhisme pur en quelque sorte qui serait au Sri Lanka. Comment il est arrivé là? On ne sait pas. Et puis dans le nord-ouest, on a un bouddhisme mahayaniste. Alors le grand nord-ouest, on ne sait pas très bien exactement où, comment, etc. À quel moment ça s'est mis en place, fabriqué, constitué, etc. On ne sait pas très bien. Mais tout ça fonctionne bien, c'est-à-dire dans les salons mondains, on peut parler en disant ça c'est un bouddhisme mahayana et ça c'est du Theravada, etc. Mais ces catégories ne correspondent à des constructions qui sont des constructions a posteriori par les Européens. Mais quand on regarde l'histoire, et cette page des généraux nous aide à comprendre, puisque dans quelle région on se trouve? Dans le nord-ouest. Or, qu'est-ce qu'on a? On a des médailles, et ces médailles, en fait, il y a très peu de médailles. Et je crois qu'il y a ils ont trouvé une médaille avec un symbole bouddhiste. Oui. Alors, si le bouddhisme était cette grande religion majestueuse qui s'est imposée à toute l'Asie centrale, on est en droit de s'étonner. Il n'y a que des stupas. Ça fait quand même mince. Et puis l'histoire du Sri Lanka n'est pas non plus très claire parce que finalement personne ne parle, tous les gens qui ont été au Sri Lanka ne parlent jamais du bouddhisme directement. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette chose qui est au sud, dont les chrétiens de Saint Thomas qui sont au nord et dont on sait très bien l'histoire, comment elle s'est propagée à partir de Thomas et sur une religion qui n'est pas la religion indienne tout à fait ordinaire, mais qui est en train d'être contaminée par l'hindouisme en général. Pour quelles raisons ces gens-là n'en parlent jamais, alors qu'ils parlent continuellement de l'hindouisme? Oui, alors le sentiment aussi qu'on a du côté de l'indianisme français, pas de l'indianisme anglais, c'est quand même que très vite, ça se constitue autour du bouddhisme. Il y a une espèce on zappe un peu l'hindouisme et les religions qui précèdent, les religions antécédentes au bouddhisme.
alors que les Anglais, pas du tout. Les Anglais, en fait, au début, ils regardent tout. Donc, il y a l'hindouisme, puis dans l'hindouisme, il y a du vishnouisme, il y a du shivaïsme, etc. Donc, les Anglais regardent à peu près toutes les composantes des religions indiennes. Tandis que très vite, en France, ça c'est caractéristique française, c'est que nous, on va vraiment avoir une bouddhologie très vite constituée qui va exercer une incroyable fascination sur les esprits. Donc, on va chercher des traces du bouddhisme partout. Donc, on va d'abord, d'abord, ça va être le bouddhisme indien. Lamotte, il va écrire 2 volumes sur le bouddhisme indien, un petit peu avant la question du Bouddha, la naissance du Bouddha, etc. Enfin, il y a eu une espèce, ça a exercé une fascination. Et ça a effacé aussi ce qui est antécédent, mais pas les Anglais. Les Anglais, alors les Anglais, bien sûr, ont été très intéressés, ont enquêté, etc. Mais ils n'ont pas, il me semble que ça n'a pas exercé la même fascination sur eux. Pourquoi sur nous autres Français? C'est un grand mystère. Et alors, les Allemands, un petit peu différents aussi. Glasenapp, par exemple, non, hein. Bon, il ne se laisse pas avoir. Hein. Il faut lire Glasenapp, c'est formidable. Il n'est pas traduit. Mais Glasenapp, merveilleux. Alors, un type qui a... Et Glasenapp est le premier à dire quelque chose de tout à fait intelligent, du moins quand on essaie de s'intéresser à l'hindouisme, il dit « c'est entre la mythologie et la religion. Ça a l'air de rien, mais c'est génial. Mais c'est génial. » Vous voyez? Parce que, évidemment, ça ouvre une perspective. Oui. Qu'est-ce que c'est que l'hindouisme? C'est une religion ou c'est de la mythologie? Tandis que le bouddhisme, vous ne pouvez pas dire que c'est de la mythologie, sauf quand ça commence à devenir du bodhisattva, etc., avec toutes les fantaisies et le merveilleux du nord-ouest de l'Inde. Mais ce bouddhisme, soi-disant, en gros, l'espèce de mythologie de la pureté d'un bouddhisme primitif, c'est en quelque sorte dégager le bouddhisme de son aspect mythologique, voyez, du merveilleux du Lalita Vishtara, le Bouddha qui naît d'une vierge qui s'ouvre sur le côté droit, elle se suspend à une branche et puis alors le Bouddha naît, puis il naît, il est quasiment déjà en état de méditation, il y a 144 000 apsaras qui défilent avec des parasols, puis après c'est suivi par 144 000 autres apsaras qui défilent avec je ne sais plus quoi. Enfin, on n'a pas parlé de l'éléphant blanc. Hein. Bon, oui. De l'éléphant de pauvre. Bon. Enfin, la pauvre surtout, la pauvre maman. Alors moi, il me semble qu'il y a, et ça je pense que c'est européen, c'est-à-dire il me semble qu'il y a eu quelque chose chez les Européens qui a consisté à essayer inconsciemment de dégager une religion du fatras mythologique. Et quand ils ne pouvaient pas, ils disaient, bon, sous le fatras mythologique, il y a de l'histoire, il y a du vrai, voyez. Mais c'est sous le fatras mythologique. Bon, ça, c'est des catégories européennes. Alors, est-ce que c'est vrai? Peut-être. Peut-être. Mais il ne faut pas dire c'est vrai tel quel. Il faut dire c'est une reconstruction européenne, on vous la présente comme telle. Ça, ce serait honnête. Et puis, alors, à mon avis, on a eu aussi une grande page pas connue avec... je vous invite à lire Madeleine Biardot, vraiment. Elle n'a pas écrit beaucoup. Je pense qu'elle a plus été une femme de conférence qu'une femme d'écriture. Elle a écrit un petit livre qui s'appelle Anthropologie de l'hindouisme. C'est, à mon avis, les bases. Elle a posé les bases pour une anthropologie de l'indianisme, une anthropologie de l'hindouisme en tout cas, mais plus largement de l'indianisme. Et puis alors avec Louis Drummond, que je connais moins. Et ensuite, il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'en fait, là, il y a une femme de génie qui pose des bases, et vraiment des bases d'une explication unifiée. Et alors, avec quelques critiques bien senties concernant l'indianisme de la génération précédente. Et puis ensuite, il n'y a plus rien. Et le dernier avatar de ce paradigme indianiste, c'est Georges Dumézil, vous voyez, avec son structuralisme. Parce qu'elle avait vu ça. Elle avait vu que, elle disait d'ailleurs, il a manqué à l'indianisme, donc l'hindouisme, le Lévi-Strauss. C'est-à-dire qu'elle avait vu qu'il y avait peut-être quelque chose à chercher du côté de la structure. Et puis, elle a eu autre chose à faire. Elle n'était pas Lévi-Strauss non plus. Hein, donc, mais elle dit qu'il a manqué à l'hindouisme ou à l'indianisme le Lévi-Strauss. Ils ont eu Dumézil.